Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore et comme à l'habitude en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et comme on le fait maintenant pour le 21e épisode, je me trompe pas là, où nous, Ouais, où on est nous en rendu. sommes maintenant, Ouais, on va maintenir un peu notre format classique, donc toujours nos deux segments, là, un sur la finance de marché qu'on appelle au son de la cloche et un sur la finance personnelle qu'on appelle dans vos poches. On va vous faire un peu d'actualité aujourd'hui, là, ce qui risque d'être assez intéressant, mais comme à l'habitude et de manière très 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 pertinente, je vais laisser Gab faire le petit disclaimer préalable à l'épisode. on n'oublie pas effectivement le disclaimer mais qu'on répète mais qui reste toujours pertinent, hein, quoi qu'il arrive. Évidemment, tout ce qu'on vous parle dans le podcast État financier, il s'agit que du reflet de notre opinion personnelle. Il s'agit jamais en fait d'une recommandation officielle de placement ou de quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un professionnel si vous avez la moindre question spécifique à votre situation personnelle. Et je pense, comme tu le dis souvent, JP, puis maintenant que je commence aussi à redire, à bien s'informer, créer sa propre opinion, puis son propre esprit critique, c'est aussi le but aussi du podcast. Là. Exactement. C'est de lire là-dessus, c'est la clé. Et puis, comme on le dit souvent, là, c'est ça qui nous a lancé là, déjà 20 épisodes. Là, le 21e, c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast-là. C'était pour vous intégrer dans les discussions que Gab et moi et nos amis, là, on a souvent sur la finance. On voulait vous inclure. Donc, partons ça pour ce nouvel épisode-ci avec notre segment Au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine, ça fait déjà quelques temps qu'on s'en était parlé. Là. C'est un beau sujet d'actualité et c'est quelque chose qui a fait à la fois, c'est un sujet qui a touché à la fois le côté sanitaire que le côté financier. On trouvait ça assez intéressant d'en parler et on veut vous parler, en fait, et c'est ce que j'avais soulevé à Gab, là, on veut parler du fameux vaccin de Pfizer et également de tout ce qui a entouré Pfizer cette semaine parce que c'est pas seulement l'annonce du vaccin qui a eu un impact boursier. On va également embarquer sur un autre petit sujet là, pour faire un petit lien avec la logique du délit d'initié qu'on avait déjà parlé. Sujet, oui, qu'on avait initié, si vous vous souvenez, avec Jean-Baptiste, si je me souviens bien. C'était l'épisode 15 ou 16, en tout cas. Là, on pourra nous corriger, là, rendu là. Ben oui, je trouve que c'est un beau sujet d'actualité, là, parce que ça mêle, en fait, pas mal déjà de l'actualité. C'est ça, de l'actualité par rapport à, évidemment... ce qu'on vit là. Je vous apprends rien qu'on est encore en pandémie, coincé chez nous. On arrive, déjà, comment dire, on est capable déjà quand même de tourner là, effectivement, en respect avec les consignes sanitaires. Mais c'est vrai que ça reste, entre guillemets, la situation reste encore tendue. Et c'est vrai que, tu l'as bien dit, JP, le vaccin Pfizer qui a été annoncé la semaine dernière, lundi, ouais. C'est ça, a fait pas mal parler. D'autant plus que ça vient dans un contexte aussi politique qui est assez particulier. Là. Exactement. Si je peux introduire un peu là, pour vous donner les nouvelles, là, lundi, le 9 novembre 2020, là, on a eu l'annonce par l'entremise de Pfizer et de son partenaire, là, qui est BioNTech, une compagnie allemande avec qui Pfizer avait mandaté en fait là, pour faire les recherches et faire le développement d'un potentiel vaccin pour la COVID-19. On a eu l'annonce que l'efficacité était à 90% au niveau du fait d'éliminer le risque de contagion, le risque d'obtenir ou d'avoir le virus. Donc la nouvelle était très favorable en termes pandémiques, donc ça a fait un petit souffle dans la population mondiale, mais également ça a été très bon en termes boursiers. Donc Pfizer, pour être exact, a gagné quand même beaucoup au niveau des bourses. Là, pour être exact, ils ont fait 7,69% dans la séance de lundi. Et BioNTech, là, au niveau la compagnie allemande partenaire, a fait 13,91% uniquement dans la journée de lundi. Donc c'est une nouvelle qui a été très bonne, encore une fois, pour se dire peut-être qu'on va enfin arriver à la sortie de cette pandémie-là, mais également ça s'est reflété dans les marchés. Les deux titres, les compagnies qui ont été impliquées ont eu une très bonne performance et on en avait parlé brièvement, là, c'est un petit peu le monde des pharma qui ressemble un petit peu à ça. Quand il y a des tests favorables ou des phases qui sont atteintes. Oui, c'est très lié effectivement aux résultats puis à l'approbation de la FDA. Là, on en avait parlé la dernière fois. Donc l'administration fédérale américaine qui s'occupe des médicaments, de l'approbation des médicaments, souvent ça donne un coup de boost effectivement dans le prix d'action. Ce qui est assez drôle, c'est que Pfizer aussi a mandaté plusieurs équipes. Hein. Elle a investi dans plusieurs en fait vaccins prototypes. La même chose pour Johnson & Johnson, puis le français, là, si je me souviens bien, c'est Sanofi, si je me souviens bien, qui avait mis pas mal mis dans deux projets en particulier.
La technologie, en plus, qui est déployée effectivement par Pfizer aussi, est assez novatrice, puisqu'il s'agit de ce que j'ai compris, ça c'est pas notre domaine honnêtement. Non, du tout. D'ARN messager, donc c'est en gros, de ce que j'ai compris, là encore une fois on pourra, chers auditeurs, vous pourrez compléter dans la discussion dans les commentaires. Je crois que c'est en fait un vaccin qui modifie l'ADN et qui va modifier en gros la réactivité du corps humain en fait à des coronavirus divers. Donc le chance que le vaccin fonctionne avec des mutations génétiques est bonne. Bien sûr, on aimerait avoir un épidémiologiste Effectivement. dans le podcast, mais c'est vrai qu'on est un peu limité. L'expertise est plus au niveau financier, là, mais également ce qui est important, et ça je crois que c'est quand même un élément clé, lorsqu'on entend parler de phase des vaccins, on sait qu'est-ce qui est fait, mais on ne comprend pas nécessairement l'ampleur. Je vous donne, c'est littéralement le chiffre exact, là, mais c'est 43 538 personnes qui ont fait partie des tests tout de même. Donc le fait de dire que c'est à 90% efficace, c'est pas sur 150 personnes que ça a été testé, c'était plus de 43 000. Donc c'est sûr que c'était quand même assez favorable. Puis pour conclure un peu la nouvelle plus en termes sanitaires, ce vaccin-là, là, comme ça avait été annoncé, je crois que ça prend 2 doses, une au jour J puis une au jour J plus 21, et que le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés Celsius, ce qui a entraîné une course dans les différents gouvernements nationaux dans le but de, obtenir des doses, bien évidemment, mais également dans le but d'obtenir des réfrigérateurs efficaces pour maintenir le vaccin. Donc j'ai entendu que c'était la nouvelle, le nouveau produit clé au niveau mondial, là, après les masques et les jaquettes d'hôpital. C'était maintenant les congélateurs pour les vaccins, ou les congélateurs efficaces pour du moins 70. Oui, et puis dites-vous, c'est sûr que à première vue, on peut penser que 90%, c'est pas élevé. Mais après recherche approfondie, puis j'avais écouté justement, je pense que c'était dans C'est dans l'air cette semaine, 90% pour un vaccin, c'est un nombre très élevé. Pour vous mettre en perspective, le taux d'efficacité d'un vaccin comme par exemple la grippe est d'environ 52 à 53% de ce que j'avais lu, parce qu'en fait, c'est le processus de sélection va dépendre en fait d'une sélection en fait qui va être faite en fait par un consensus de scientifiques en fait qui vont dire bon, cette année ça risque plus d'être par exemple à H1N2 qui risque de tomber cette année, donc on va le mettre dans le vaccin. Donc c'est un peu de la probabilité en fait, c'est un peu de la statistique. Alors que là, l'idée, serait aussi efficace qu'un vaccin comme par exemple les oreillons, la rougeole, qui sont des vaccins qu'on a quasiment tous eu, là, le tétanos, etc., là, qui sont quand même des vaccins assez stables et assez fiables. Exactement. Les vaccins, c'est pas du 100%. Justement, la logique, c'est de dire si 90% en sont protégés, ben les 10% entre eux qui ne le sont pas vont se le transmettre et vont se créer eux-mêmes leurs anticorps en ayant le virus. Et au final, la société va bien s'emporter si une bonne partie en est protégée et qu'il n'y a pas un risque que tout le monde puisse être contaminé par ce virus-là, ce qui est le cas présentement au niveau de la pandémie et des confinements à l'échelle mondiale. Là, c'est littéralement le fait qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On a besoin de protéger tout le monde pour éviter de congestionner les urgences. Ce qui est important également, et le petit point là, avant qu'on tombe dans le deuxième aspect financier là, lié à Pfizer cette semaine, c'est tout de même le fait que la compagnie BioNTech, peu connue, moi je la connaissais pas du tout, faut dire, il y a plusieurs petits laboratoires, mais c'était un couple d'origine turque, couple allemand d'origine turque, si je ne me trompe pas, qui ont fait la découverte, là, qui sont appelés comme étant le Power Couple de 2020 pour avoir peut-être enfin trouvé une solution à la pandémie. Et ce couple-là étaient également les propriétaires et gestionnaires de BioNTech, et donc ils s'en sont mis beaucoup dans les poches. Si je ne me trompe pas, ils sont tombés dans le top 100 des Allemands les plus riches juste avec l'annonce de lundi dernier. Donc ça vous montre quand même le genre de volatilité des pharma et aussi l'argent qu'il y a à faire dans le monde des pharma. Oui, et puis dites-vous aussi que c'est sûr que ces annonces ont quand même boosté pas mal le rendement des indices principaux, là, que ce soit sur... je sais que le CAC a eu une performance incroyable ces derniers jours. Exact, et à New York, quel indice a bien performé, Gab? Celui que tu vas me répéter pour toujours. Le Dow Jones. Exactement, en tant que vieil Américain que tu es, là, pas du tout, mais tu suis toujours l'indice le moins suivi ou le plus rustique de la bourse de New York. Oui, puis c'est vrai qu'effectivement, le Dow est resté, va bientôt passer et on touche du bois, là. Il va bientôt passer les 30 000 points, chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé cette année, là. Comme quoi, en tout cas, la pandémie aussi a peut-être créé aussi, a été aussi un laboratoire d'innovation. Bon, c'est sûr que là, c'est vrai que les effets économiques vont être quand même très néfastes sur le long terme, ça j'en suis
persuadé, puis je pense beaucoup d'économistes le seront aussi. Ouais. Mais il faut se dire aussi que c'est ça. Cette bonne annonce a eu des effets très d'engouement quand même sur les marchés. Sauf, c'est assez étonnant, les titres technologiques ont été beaucoup plus en difficulté cette semaine. Ça, je crois que c'est un peu décorrélé. Tout ce qui est techno est vraiment... Tout le monde dit qu'il y a une bulle présentement, là, et comme on l'avait mentionné dans les bulles, on ne la voit jamais avant qu'elle éclate, là, et donc je crois que plusieurs personnes commencent à avoir des doutes sur la performance des technos dans la crise, parce qu'ils ont été pas mal protégés de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, là, alors que ça devrait pas être le cas. T'sais, on pense aux grandes richesses de ce monde, là, mais les Amazon avec Monsieur Jeff Bezos, Monsieur Bezos et mon cher ami de Tesla s'en sont très bien sortis au final. Donc c'est un peu curieux de dire que chaque industrie était vraiment affectée grandement, mais pas les technos. Ça montre que effectivement, je crois qu'il y a un risque et une crainte dans les investisseurs. C'est vrai que c'est plus effectivement les actions de style valeur, hein, pour le coup, qui se sont bien sorties. Moi, je vois que les banques ont bien performé cette semaine. J'ai vu qu'il y avait aussi les compagnies d'assurance aussi se sont pas mal sorties. Moi, des titres que vous le savez en écoutant, si vous êtes des fidèles au podcast, vous saurez que j'apprécie plus. Alors, c'est vrai que ça a été des performances assez intéressantes quand même de façon générale sur la semaine. Mercredi, jeudi, je pense que ça a été assez stable. C'était lundi, mardi que ça a été assez fou. Puis vendredi, on a eu une belle séance aussi. Exactement. Donc, mais tu sais, qui dit belle séance dit on a parfois intérêt à sortir un peu nos œufs et à récupérer du capital. Et qu'est-ce qui nous amène à parler de ce deuxième segment lié à Pfizer? On va parler un petit peu de M. Albert Bourla, qui est CEO de Pfizer, qui, étonnamment, lundi était très actif au niveau des marchés, au niveau de sa valeur boursière en actions de Pfizer, en fait, pour être exact. Il a vendu 132 508 actions au prix de 41,94, qui était dans les prix les plus élevés là, que Pfizer a atteint le lundi, qu'on a parlé qu'il y a eu une hausse assez notoire avec l'annonce du vaccin. Et il a récupéré une belle petite somme de 5,6 millions de dollars par le fait même. Ce qui a amené des questions sur le fait de dire le CEO a vendu et obtenu pour 5,6 millions de dollars, et même chose pour une responsable, si je ne me trompe pas, des laboratoires également, qui ont fait des ventes massives de leurs actions qu'ils détenaient dans leur compagnie, qui était une partie de leur rémunération, on va s'entendre, là. Ce qui a amené à dire, est-ce qu'il a agi et planifié cette vente-là en conséquence de l'annonce qu'il a obtenue avant l'ouverture des marchés? Il a appris en fait le vaccin dès le dimanche soir, bien évidemment, avant que ce soit rendu public lundi matin. Et donc, ça a mis un petit peu un questionnement à savoir si le CEO, premièrement, fait une vente massive comme ça, est-ce que, premièrement, c'est un délit d'initié? Donc, est-ce qu'il a agi sur une information qui n'était pas publique? Et deuxièmement aussi, certains ont dit, est-ce que c'est parce que lui-même croit que le vaccin ne va pas fonctionner? Si quelqu'un décide de vendre des parts massivement dans c'est-à-dire qu'il n'est pas très confiant. Exactement. Est-ce que sa confiance par rapport à ce qui vient de sortir au niveau du vaccin devrait nous faire douter, nous, en tant qu'investisseurs, mais aussi en tant que citoyens? Ça a été quelque chose d'assez intéressant. Ça a amené une deuxième vague de questionnement, si on peut dire, au-delà de est-ce que le vaccin fonctionne réellement. Ça a été, est-ce qu'il y a eu un petit peu de transactions douteuses faites par les hauts gestionnaires de Pfizer? Et ça nous a amené vraiment, encore une fois, à se dire, est-ce qu'on devrait, se questionner un petit peu plus là-dessus? Est-ce que même les agences ne devraient pas regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ces transactions-là? Alors que eux, bien évidemment, se sont défendus. Le Pfizer est sorti en disant que c'était des décaissements planifiés depuis bien longtemps, c'était prévu. Après quand t'es CEO, je me dis, quel décaissement important t'as à faire? Je me dis... Exactement, je me dis, un beau petit lundi, 5,6 millions, c'est vrai que ça peut être étonnant. C'est ça, ouais, je vais m'acheter un nouveau yacht ou je sais pas, là, mais... C'est sûr que la question aussi qui se pose, ça ressemble beaucoup en fait à l'affaire Martha Stewart, là, même si pour le moment c'est pas avéré, entre guillemets, il n'y a pas de délit d'initié avéré, mais ça pose des questions sur déjà la responsabilité en fait là, du président. C'est sûr que, vous le savez, dans le but d'un CEO d'une entreprise, donc un président d'une entreprise, c'est d'agir dans l'intérêt des actionnaires. C'est vrai qu'en agissant comme ça, et entre guillemets, l'idée est de savoir, est-ce qu'il a poussé vers la hausse artificiellement le prix de l'action pour le vendre à son avantage? Donc ça, là, non seulement il y a du délit d'initié, si tel est le cas, mais il y a aussi ce qu'on appelle du pump and dump, c'est-à-dire de l'information, en gros, qui est falsifiée exagérée dans le but de faire grimper le prix et de faire de la spéculation, en fait, là-dessus. Alors là, c'est sûr que ça peut avoir une conséquence
déontologique puis légal aussi rendu là. Exactement. Mais ça met un peu ça remet en doute toute la structure de gouvernance un petit peu de Pfizer. Ça amène des questionnements. C'est un sujet qu'on voulait vous parler puis qu'on va certainement faire un épisode spécial là-dessus là, sur un cas de gouvernance. Mais c'est sûr que ça vient faire un doute justement sur le fait que le CEO ne devrait pas agir pour son propre intérêt avant l'intérêt des actionnaires. Et qui dit le stock performe très bien à cause d'une nouvelle favorable liée aux activités de la compagnie. Conserver. Exactement. Quand il aurait vendu quelques actions, c'est pas grave, mais un bloc aussi massif vient faire une tendance à la baisse au niveau des marchés. Il y a soudainement un gros bloc d'actions qui est disponible au niveau des bourses. C'est pas favorable pour les prix. Et donc, c'est ce qui est un petit peu curieux dans toute cette histoire-là. Ça a amené, comme je dis, beaucoup de questionnements là, au-delà de juste le côté réglementaire, mais aussi le côté est-ce que le vaccin est si bon que ça. Donc, ça a mis un petit peu un certain couvert d'ombre là, dans la fin de journée de lundi. Lundi était une très grosse journée à cause de ça. Là. Tout le monde était très heureux en matinée et en fin de journée se posait beaucoup de questions. Donc ça, c'est sûr qu'on vous invite à suivre ça et ça nous amène aussi à faire le lien un peu avec les pharma brièvement qu'on avait déjà parlé, là, mais c'est tout ce qui est AstraZeneca, les grandes compagnies présentement qui sont dans la course au vaccin justement. Il y a le fameux Moderna aussi, là, qui est toujours... C'est le trio tech, dans tous les cas, je Exactement, pense qu'ils vont... mais c'est le genre de compagnies qui vont en subir des hausses et des baisses parce qu'au fur et à mesure que les tests du vaccin vont être favorables ou défavorables, c'est sûr que c'est la course jusqu'à ce qu'une de ces compagnies-là obtienne officiellement un vaccin fonctionnel qui est commandé et qui est mis en production pour une vaccination mondiale. Cette compagnie-là aura gagné et en termes boursiers va avoir fait beaucoup d'argent. Mais pour vous en tant qu'investisseur, pour nous en tant qu'investisseurs, c'est pas facile de mettre nos œufs dans le bon panier et c'est pas non plus facile d'en mettre un petit peu partout parce qu'il va y avoir des baisses assez massives pour ceux qui ne vont pas atteindre la finalité d'un vaccin en production. Et celle qui aura réussi, encore une fois, va rapporter beaucoup. Mais c'est un petit peu ça, le monde des pharma. C'est un monde qui est très particulier. Là, on avait parlé, je crois, brièvement là, de notre chère compagnie Johnson & Johnson, puis on a parlé de Eastman Kodak également. Une bonne nouvelle pour Eastman Kodak là, qui décidait de faire un peu des produits liés dans les médicaments, si je ne me trompe pas, avait fait croître l'action de presque 300% et elle est presque revenue à sa valeur préalable à cette annonce-là. Ouais. Donc ça vous montre que les pharma, c'est pas le domaine le plus facile à analyser, malgré le fait qu'il y a de très grandes compagnies comme Gab l'a dit, Johnson & Johnson, plutôt stables au niveau de ces compagnies-là. Oui, puis bon, juste pour terminer, là, c'est sûr, j'aimerais défendre pendant quelques instants M. Bourla que tu as mentionné, JP. Oubliez pas, c'est sûr que d'un point de vue légal, quand même, ça va être vraiment pour le défendre, faut savoir qu'aux États-Unis, quand on est un initié, donc soit un président d'une entreprise ou comment dire un gros actionnaire ou un membre du conseil d'administration, etc., normalement, on doit à l'avance remplir des formulaires auprès de la SEC pour qu'elle soit au courant en fait que cette transaction-là, puis cette information est divulguée aux autres investisseurs. Donc probablement le cas étant que ça a été divulgué, donc je me dis ça... Non, exact, oui. Mais c'est comment dire, c'est sûr que ça pose des questions, la question est vraiment d'ordre de la gouvernance en fait, puis de la question du délit d'initié peut se poser rendu là. Exactement. Puis là, ça a soulevé un doute pour les investisseurs, mais comme Gab, tu l'as dit, effectivement, il n'y a pas eu de suite. Là, j'ai pas vu de nouvelles dernièrement qui parlaient vers la fin de la semaine qu'il y avait la SEC qui était embarquée sur le dossier. Donc, tout ça était présentement tout à fait légal et sans aucun problème. Mais c'est un peu le doute que ça a amené lorsque c'est sorti public pour les investisseurs. Donc, on vous invite à suivre un peu ce qui va se passer avec Pfizer, encore une fois, et avec le développement du vaccin. C'est ce qui va conclure notre premier segment au son de la cloche. Donc, passons maintenant au deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet que Gab et moi avons déterminé pour la partie plus finance perso cette semaine, c'est un aspect qui... Bon, on va dire finance perso, mais dans le domaine, c'est pas très très perso. On va plus aller vers le commercial, mais c'est comment démarrer son entreprise. Je vais laisser Gab introduire un peu là, le sujet et la base de quelqu'un qui, avant de se rendre dans une institution financière pour discuter de son projet, qu'est-ce qu'il doit faire idéalement là, au tout début avec son idée. Là. Ben moi, je trouvais que c'était un bon sujet là, qu'on a trouvé. Là. Comment démarrer son entreprise, c'est sûr que là, bon, évidemment, on ne va pas rentrer trop dans les détails, là, parce que le but est quand même d'être concis, parce que ça pourrait... tout le monde peut avoir... entre guillemets des sujets puis des discussions différentes. D'ailleurs, c'est une bonne façon, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser dans les commentaires, puis on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Moi, je vous dirais la première base pour commencer, démarrer son entreprise, c'est d'abord déjà d'avoir l'idée en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que je parle pour moi, mais je crois que Gab est un petit peu comme ça aussi. Là. On connaît la structure de démarrage, mais on n'est pas des grands innovateurs. On est des fans de finance et des travailleurs de la finance qui
qui sont assez straightforward, mais on n'est pas des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale là, la plus développée en termes d'avoir des idées absolument de génie. Là. On a plus ce côté gestion et finance. Donc, avoir l'idée, c'est une denrée rare et c'est une ressource. Si vous êtes quelqu'un qui avait facilement des idées de projet ou des compagnies ou peu importe, vous avez déjà une très bonne ressource pour partir votre compagnie. Après, ça fait pas tout aussi. Hein. C'est sûr que bon. Absolument. C'est ça, et ça, c'est bien important. C'est que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas uniquement des visionnaires. Ils sont capables quand même d'avoir des capacités entre guillemets de gestion au day-to-day. Puis, si vous-même vous démarrez une petite entreprise, que vous êtes un artisan, etc., c'est bête, hein, un boulanger, un boucher, quelqu'un qui fabrique de l'artisanat, etc., n'importe lequel, vous êtes un entrepreneur quelque part. Donc, faut pas forcément révolutionner le monde. Effectivement, c'est pas faire une start-up dans la tech qui fait un IPO sur Wall Street et qui est basé dans Silicon Valley. Effectivement, tout le monde peut avoir des idées à partir du moment où vous avez un projet qui vous intéresse et que vous avez le goût de dédier beaucoup de temps. Je dirais le premier, c'est aussi de mettre de l'argent déjà dans votre projet pour commencer à avoir une base de départ pour commencer votre entreprise. Donc, c'est pour ça que si vous allez voir par exemple un banquier puis vous n'avez pas d'apport, vous n'avez aucune ressource pour commencer votre entreprise, vous allez, la discussion risque de pas durer très longtemps parce que ça veut dire que vous-même, puis mettez-vous dans la peau de la personne qui est en face de vous, elle se dit la personne ne croit tellement pas à son projet qu'elle met même pas son propre argent dans le projet. Pourquoi à ce moment-là la banque ferait la part des choses et prendrait du risque à vous prêter de l'argent sans qu'il y ait d'implication personnelle. Donc là, premier point. Deuxième point, je dirais le plan d'affaires. Et ça, je trouve que c'est une anecdote justement qu'on va pouvoir tourner autour de quelqu'un qui me passionne, qui s'appelle Kevin O'Leary. Je pense que tu le connais, le fameux Shark Tank. Shark Tank, c'est une émission qui s'appelle Dragon's Den en Angleterre. C'est dans l'œil du dragon. Dans l'œil du dragon, ouais. En France, je sais plus, c'est justement qui est le meilleur entrepreneur. Enfin bref, vous connaissez bien ce genre d'émission. Vous allez devant un des jury investisseurs qui peuvent déterminer si oui ou non ils font une offre dans le but de mettre du capital. Exact. Alors, c'est des anges investisseurs en fait. Puis, et c'est aussi un peu un coup de pub vu que c'est à la télé, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais l'idée c'est que dans ce genre d'émission, c'est ça, c'est que vous venez avec un projet puis vous demandez de l'argent auprès d'un investisseur. Et souvent Kevin O'Leary est justement quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quand même il a une posture entre guillemets de quelqu'un d'expérimenté. Puis il reçoit beaucoup là à chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes, il y a des gens farfelus qui viennent. Ça nous fait évidemment bien rire avec JP, avec des gens avec des projets complètement sordides. Et donc c'est pour ça que l'idée du plan d'affaires est important, c'est que vous devez savoir communiquer vos idées facilement. On reprend l'exemple de la boulangerie ou de la boucherie, là, etc. Vous devez dire, écoutez, moi j'ai de l'expérience par exemple dans tel truc, mon but c'est d'ouvrir mon propre commerce, je possède tant d'apports, ma stratégie c'est de m'installer dans tel local, voici mon plan, avec... Exact. Puis souvent, le plan d'action même, c'est à la fois pour vous aider à vous-même mettre en place vos idées. Si vous avez un projet, ça permet de le structurer pour vous et aussi, si on peut dire, d'avoir une base uniforme pour les investisseurs. Parce que ou même pour votre institution financière, si vous voulez obtenir du financement par exemple, ça prend autant pour vous d'avoir les idées claires et de forger vraiment les bases de votre projet, mais aussi ça prend pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre projet, avec qui vous voulez faire affaire pour obtenir de l'investissement ou du financement, il faut qu'il soit en mesure de faire des comparaisons entre les projets. Et c'est justement le plan d'affaires qui, oui, peut avoir des petites distinctions là, à gauche et à droite, mais reste quand même un document qui est fort similaire d'un projet à l'autre, d'un groupe d'individus à l'autre qui ont une idée entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment pour forger la base à la fois pour vous, mais aussi pour les personnes que vous désiriez qui s'impliquent dans votre projet. Donc, c'est vrai que c'est un élément clé. Selon moi, c'est même probablement le plus dur parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur, l'idée, on l'a dans notre tête, on sait où est-ce qu'on veut aller, mais la mettre à l'écrit dans en anglais, c'est un template, là, mais un espèce de document formel peut être très compliqué et peut impliquer également de devoir avoir du support juste pour cette étape-là. Donc, dès la deuxième étape, ça se peut que vous ayez déjà besoin de support pour le compléter, ce plan d'affaires-là. Oui, puis c'est pour ça que c'est bien important de se rapprocher aussi si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre plan financier, pas de votre plan financier, mais de votre plan d'affaires, d'aller voir, d'aller consulter. Il y a plein d'associations de conseils, entre guillemets, même sur Internet, ou dans plein
Absolument. Même des fois, les chambres de commerce aussi. Même, exactement. Les chambres de commerce locales sont souvent des bonnes façons. Ça vous permet aussi de créer votre réseau aussi, parce que il se peut que dans quelques temps, vous ayez besoin aussi de main-d'œuvre, de collègues ou de partenaires d'affaires. Et c'est vrai que des fois, ça peut être intéressant aussi de commencer à réseauter, entre guillemets. C'est sûr que là, bon, pour l'histoire de l'artisan, c'est un peu plus limité, mais par exemple, vous voulez lancer un projet technique, par exemple, je sais pas, par exemple, sur le web, par exemple, vous êtes un web entrepreneur ou ce genre de truc, c'est sûr que ça va être important de se baser, d'avoir une équipe, d'avoir des gens solides avec qui vous pouvez vous entourer. D'ailleurs, la question est souvent, et ça, je trouvais qu'on avait cette discussion-là en off, là, peut-on, ça je vais te poser plus la question à toi, JP, penses-tu, serais-tu capable de faire des affaires, être en affaires avec un de tes amis ou par exemple ta partenaire? Effectivement, mais ça c'est une bonne question dans le sens où moi personnellement c'est quelque chose que je ne ferais pas et puis c'est quelque chose que j'ai toujours le fait d'imbriquer les relations personnelles avec une relation professionnelle, ça implique beaucoup de risques à mes yeux, dans le sens où si le projet ne se concrétise pas, je crois que ça peut avoir des impacts sur mes relations. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des bons groupes d'amis stables et bien forgés, donc je me ramasse souvent à me dire, est-ce que je serais prêt à mettre à risque cette amitié-là si jamais un projet d'affaires ou professionnel tombait à l'eau et que finalement, en général, quand le projet tombe à l'eau avec toutes les heures, tout l'investissement financier, tout l'investissement émotionnel qu'il y a eu, c'est très rare qu'une relation en sort grandie si on le fait entre amis. Donc moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui aurait un grand désir de le faire avec ma partenaire ou avec des amis proches, même si c'est les personnes avec qui on a le plus d'occasion de réfléchir à des bonnes idées. Gab et moi et nos amis qui font le podcast, on a étudié dans une école de business et c'est exactement ça. C'est plein de personnes qui ont plein d'idées un peu et des expertises différentes. Dans notre réseau, on pourrait avoir toutes les grandes fonctions d'une entreprise, on pourrait l'avoir. Tu pourrais avoir quelqu'un en RH facilement, quelqu'un en marketing facilement. Ce serait pas moi, en tout cas. Non, effectivement, mais ça reste que c'est quand même assez facile de trouver des personnes avec qui partir une entreprise dans nos amis. Mais moi, je crois que c'est vraiment, j'aime mieux maintenir cette distinction-là. Encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre idée, mais c'est vraiment de dire tout dépend des relations que vous avez et de l'importance que vous accordez à votre relation d'amitié par rapport au risque que si l'affaire ne fonctionne pas. C'est pour ça que justement c'est important aussi, il y a énormément de services, même de mentorat ou de choses comme ça. C'est toujours bon de prendre des conseils. Ça fait un peu vieux sage, là, dit comme ça, mais c'est vrai que souvent les meilleurs aussi entrepreneurs, justement, ils demandent conseil, puis ils n'hésitent pas à avouer leurs faiblesses aussi, je dirais. Effectivement. Puis c'est sûr qu'il faut éviter de le dire, par exemple, devant des personnes importantes, du genre, vous avez un nouvel investisseur, etc. Ou par exemple, vous avez rendu compte avec par exemple avec la chambre de commerce locale ou avec un rendez-vous avec votre banque, etc. C'est sûr, il faut éviter de parler de vos faiblesses. Là, il faut quand même essayer de vous vendre, entre guillemets. Mais c'est sûr que c'est important, entre guillemets, de toujours demander conseil si jamais vous avez des questions, etc. D'où l'intérêt aussi d'être bien accompagné, je dirais, surtout d'un point de vue juridique aussi. Des fois, le fait d'avoir un comptable, fiscaliste, avocat, déjà, ça peut vous aider pas mal aussi d'un point de vue paperasse, etc. C'est pas tous les entrepreneurs qui veulent passer des heures aussi sur ce qui est entre nous qu'on trouve intéressant. C'est assez drôle qu'on trouve intéressant, mais que plein de gens détestent. C'est la comptabilité, c'est la fiscalité, c'est les paperasses. Tout le domaine réglementaire également de l'enregistrement de l'entreprise. Là, on a parlé de certaines étapes sur le fait de trouver l'idée, de faire un plan d'affaires, de regarder vers différentes formes d'investissement, de financement avec des banques ou des investisseurs privés. Exactement. Ouais. Mais il y a le côté aussi de dire, c'est pas tout, là. Il faut que ça soit enregistré. Techniquement, une compagnie, et ça, je sais pas si, regarde, je te passe la balle vers les formes juridiques, là, mais il y a beaucoup d'aspects qui est très légal, qui doit être fait, et que c'est pas la tasse de thé de beaucoup de monde nécessairement, et que ce n'est pas non plus l'expertise de tout le monde d'enregistrer une compagnie de manière légale et officielle dans le but d'opérer sans avoir, encore une fois, de risque de représailles, que ce soit juridique, que ce soit fiscal, que ce soit peu importe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Je sais pas si, Gab, tu veux faire justement le topo. Oui, des différentes formes juridiques, ça peut être un bon point. Bon, n'oubliez pas qu'une forme juridique, c'est sûr que ça va vous aider, effectivement, à déterminer la bonne forme juridique, va vous aider aussi à déterminer ce qui vous correspond de façon plus importante. Mais traditionnellement, il y a deux types en fait de formes juridiques. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle, qu'on appelle aussi l'auto-entrepreneuriat en France, si je me souviens bien,
qu'on appelle aussi le travailleur autonome chez nous au Québec, Oui. ou self-employed aux États-Unis, enfin bref. Ça, c'est qu'en gros, la personne juridique, vous contractez en tant que vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous pouvez, vous recevez par exemple un chèque pour des contrats ou pour des commissions, etc. Donc vous n'êtes pas salarié, mais c'est-à-dire que vous faites affaire avec d'autres entreprises. Donc ça, c'est dans ce genre de cas, vous avez une responsabilité dite illimitée. C'est-à-dire que vous et l'entreprise, c'est la même personne aux yeux de la Exactement. loi. Donc ça, c'est important dans ce genre de forme importante. C'est évidemment, vous ne pouvez pas investir. Il ne peut pas y avoir d'investisseur privé dans une entreprise individuelle. Vous ne pouvez pas demander je sais pas, par exemple, à notre ami Kevin O'Leary, il ne pourra pas mettre de l'argent dans vous-même, puisque vous êtes effectivement... Vous êtes la même personne. C'est ça, il ne peut pas vous acheter. Vous n'êtes pas un esclave aux dernières nouvelles. C'est sûr que pour le financement, le financement se base sur votre tête à vous. Donc c'est sûr que la banque va analyser aussi votre situation personnelle, étant donné que c'est la même personne. Donc souvent, l'entreprise individuelle est intéressante quand vous êtes une très petite entreprise. Ou certains corps professionnels également. C'est ça, ou souvent, tu es par exemple des professions spécifiques, genre les professions libérales, les médecins, Parfois les avocats dans certains contextes. Les avocats, c'est un espèce de mix entre les deux. Les avocats, la plupart du temps, ils sont associés d'un cabinet. Donc tu sais, c'est genre René Foinfin et maître Jean Pouette associés. Souvent, c'est souvent ça là. Donc ils possèdent des parts à 50%. Ça ressemble beaucoup, mais sauf qu'il y a plusieurs noms. C'est d'ailleurs, j'allais le passer là, mais tu m'as bien fait de le rappeler. Puis la société par action. Puis là, la société par action, ou société anonyme en France, ça c'est vraiment une personne morale à part. C'est-à-dire c'est une boîte différente. Puis pour mettre de l'argent dans cette entreprise-là, il faut acheter des actions. C'est-à-dire vous créez des actions pour mettre de l'argent dans cette entreprise-là. L'idée c'est que là vous êtes à responsabilité dite limitée. C'est-à-dire que si jamais ça pète, la banque ne pourra pas se retourner contre vous. Exactement. C'est pour ça que souvent, c'est plus facile d'aller chercher du financement dans ce genre de structure juridique. Et souvent, le processus d'incorporation, donc le processus de création de l'entreprise, peut être plus ou moins complexe, tout dépendamment de là où vous vous trouvez. Je sais qu'en France, ça peut prendre des mois et des mois, puis ça peut être très coûteux. Au Québec, c'est relativement plus simple, mais ça reste, entre guillemets, souvent, la plupart des gens font confiance entre guillemets à un fiscaliste ou un comptable pour mettre en place la structure, parce que c'est sûr que c'est des formulaires, etc. Là. Bon, personne n'aime ça. Là, non, exactement. Pour des répartitions de parts, on dirait, mettons, Gabriel et moi, on part une compagnie incorporée, mais là, c'est le fait de dire ça devient un actif pour nous, respectivement, en tant que personne, d'avoir 50% des parts de l'entité indépendante. Donc, c'est souvent ce qu'on voit le plus fréquemment là, dans le monde des marchés, si on peut dire, dans le monde de la finance, que des entités morales distinctes. Mais c'est effectivement là, un des aspects clés. Je ne sais pas s'il y a un autre point qu'on peut rajouter au-delà de dire, fixer au-delà de dire, démarrer votre entreprise, là, de vous lancer officiellement en affaires une fois que vous avez tout fixé, que vous avez développé vos relations, trouvé des investissements, vous avez votre idée qui est en place, vous avez un plan d'affaires qui est solide et vous avez une structure juridique qui est bien définie. C'est sûr que la suite des choses, c'est mettre au boulot. Exactement, et c'est là où ça amène aussi une part de questions. Plusieurs personnes vont dire on aimerait partir un projet en même temps que garder notre stabilité. Souvent, c'est ce genre de compagnies-là qui ne vont pas fonctionner. Si quelqu'un me dit je vais rester dans mon emploi, mais je vais me partir une compagnie sur le côté avec toutes les autorisations requises, parfait, mais souvent, si on veut faire quelque chose avec une idée et si on veut être vraiment entrepreneur, il faut se lancer là-dedans, même si ça implique beaucoup de risques. Et beaucoup d'incertitudes, bien évidemment, avec le fait que les revenus ne vont peut-être pas rentrer dès le début. Plusieurs compagnies ne sont pas solvables de sitôt, même si vous vous versez un salaire, certes, là, mais ça reste que ce n'est pas toujours les périodes les plus faciles que le lancement d'une compagnie. Donc, tout dépend de votre accompagnement, tout dépend de votre marché. Il y a plein d'autres éléments qu'on pourrait parler aujourd'hui qu'on va s'abstenir, qu'on pourrait faire d'autres épisodes là, si on regarde. Oui, puis c'est sûr que vous le savez, le taux de survie des entreprises, c'est sur 5 ans, c'est à peu près 50%. C'est-à-dire que la moitié des boîtes vont fermer à partir dans les 5 premières années de leur existence. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat est risqué par définition. Basé sur les apprentissages suite à des faits, suite à des erreurs. Mais moi, par exemple, pour vous dire, mes cours d'entrepreneuriat que j'ai eu à l'école sont probablement ceux qui m'ont appris le plus, en fait, en termes de connaissances, de capacité d'innovation. C'est impressionnant.
Moi, je vous recommande d'ailleurs la chaîne de mon professeur, il nous a partagé ça sur LinkedIn il y a quelques jours, qui s'appelle François Rioux. Il est vraiment passionnant, puis il a lancé sa chaîne YouTube où il fait des petites capsules, et je trouve ça hyper intéressant. Et ce gars-là m'a vraiment changé changé, hein, pas ma vie, là, ça fait un peu, ça fait un peu too much, mais il a vraiment changé ma vision de voir les choses, et d'y aller, d'y aller relax, entre guillemets, mais d'être quand même sérieux, puis de se battre pour réussir en affaires. Puis lui, c'est vraiment un entrepreneur à succès, et je trouve que c'est toujours impressionnant, et puis j'ai beaucoup de respect, entre guillemets, pour les gens qui prennent ce courage-là à deux mains. Moi, la recommandation que je vous ferais, à titre personnel, puis là, pour le coup, c'est vraiment une recommandation, contrairement à ce qu'on dit précédemment, c'est gardez-vous quand même de la liquidité. C'est bien important quand vous démarrez une entreprise d'avoir de l'argent disponible pour justement faire face aux premiers mois qui sont souvent plus difficiles. Oui, absolument. Donc, c'est ce qui va conclure cet épisode du podcast L'État financier. Donc, encore une fois, cette semaine, comme Gab l'a dit quelques fois là, dans l'épisode, laissez vos commentaires, bien évidemment, si vous avez des questions sur les sujets qu'on vous a parlé. Encore une fois, je le dis moi-même, je vais laisser Gab également faire son petit mot par la suite, là, mais je vous remercie là, pour vos écoutes. Là. Comme je dis, ça fait 21 semaines consécutives là, qu'on enregistre un podcast et qu'on le publie là, les lundis à 9h. Et je dois dire, là, on remarque vraiment la stabilité, le fameux bouche à oreille, parce qu'on n'aime pas nécessairement faire des grosses publicités. Là. On ne parle pas nécessairement du podcast tant que ça, là, mais on aime le fait que vous le partagez entre vous. Ceux qui nous écoutent depuis le tout début, là, merci, vous avez lancé une chaîne, il faut croire, là, de bouche à oreille avec plein de monde. Puis c'est ça qu'on veut, c'est vraiment, c'est pas non plus d'avoir une croissance non plus exponentielle, c'est d'avoir une base d'auditeurs réguliers qui apprécient notre contenu, puis qui savent le partager aux personnes de leur entourage. C'est vraiment la meilleure façon pour Exactement, nous parce que ça remercier. reste quelque chose qui nous passionne beaucoup, qu'on apprécie beaucoup faire pour vous, mais comme je disais, on est très impressionnés et très, très heureux de voir l'appréciation et les écoutes là, hebdomadaires que l'on obtient. Gab, je ne sais pas si tu veux faire encore une fois là, le mot de la fin classique. N'oubliez pas les plateformes, on est toujours sur les mêmes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Overcast. On est disponible aussi sur Amazon Podcast, Google Podcast aussi, je l'oublie le petit. Évidemment sur YouTube où vous pouvez mettre un petit commentaire. Exactement. Pour nous dire, vous donner un peu de rétroaction, mettre les pouces comme d'habitude, les commentaires, puis à partager les vidéos ou le contenu à vos amis. En tout cas, nous, c'est la meilleure façon, encore une fois, là, de nous remercier, et on vous en est très reconnaissant à chaque fois. Exactement. Donc, je vous souhaite une belle semaine et on se dit déjà la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut JP.